c'est l'heure de votre journal sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16 heures. Assalamu alaikum chers auditeurs, merci d'avoir choisi Radio Nour pour vous informer. Au sommaire de l'actualité locale, on parle des difficultés financières du Conseil national de la démocratie. On évoque aussi la visite du ministre du Commerce au sein du comité de pilotage du Centre africain des politiques commerciales. Et on termine avec le chiffre de notre rédaction. Aujourd'hui, je vous propose 50. Découvrons juste avant la page musulmane à quoi il correspond. Radio Nour, il est 16 heures. On commence la page locale avec le Conseil national de la démocratie qui a des difficultés financières. Alors que les travaux de cette première assemblée plénière étaient attendus par la classe politique gabonaise et la société civile, la session extraordinaire du Conseil national de la démocratie qui a eu lieu en février dernier a révélé une institution en proie à de nombreuses difficultés. En effet, depuis 2017, le Conseil national de la démocratie n'a plus siégé et 6 agences ne sont plus rémunérées. Le président de cette entité, Séraphin Dao, a rappelé que le budget annuel initial d'un montant d'1 milliard environ qui a été ramené à 200 millions n'ont toujours pas été mis entièrement à la disposition du Conseil national de la démocratie. On poursuit avec la visite du ministre du Commerce David Badinga au comité de pilotage du Centre africain des politiques commerciales. Visite de travail qui a eu lieu à Libreville où il a pris part au comité de pilotage du Centre africain des politiques commerciales. Albert Mouchanga, commissaire en charge du commerce et de l'industrie à la Commission de l'Union africaine, a eu une séance de travail avec le ministre du Commerce David Badinga. Y ont également pris part à cette séance de travail Madame Foula, secrétaire générale adjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale et de nombreux experts. 50, chers auditeurs, c'est le chiffre de notre rédaction et il correspond au nombre de barrières électriques que construira le Gabon afin de réduire le conflit homme-faune. Christian Bina, directeur national des parcs nationaux, a indiqué mardi dernier lors d'une conférence de presse que le Gabon construira 50 barrières électriques pour réduire le conflit homme-faune à l'origine d'un profond désaccord entre les politiques nationales de conservation de la nature et les besoins vitaux des populations dont les champs sont régulièrement ravagés par les éléphants. Et dans la page musulmane du jour, on parle du mariage mixte en islam avec Cheikh Mansour. On évoque aussi les familles des djihadistes en Syrie qui ont survécu aux affrontements et on termine avec le portrait d'un grand érudit musulman, le prince Abdelrahman Ibrahim. Démarrons l'actualité musulmane avec Cheikh Mansour qui nous édifie sur le mariage mixte en islam. Écoutons. Au niveau du mariage islamique, l'islam a ses règles, l'islam a ses recommandations, et ces règles et recommandations sont basées sur le Saint-Coran et la tradition prophétique. Donc au niveau du mariage, le mariage se fait dans la condition que l'époux doit être obligatoirement et uniquement musulman. Le mariage mixte existe en islam, mais l'époux doit être obligatoirement musulman, pas une autre confession. Merci Cheikh Mansour pour toutes ces informations sur le mariage mixte en islam. À présent, je vous invite à la découverte d'un érudit musulman. Découvrons Abdelrahman Ibrahim Imsori. Il voit le jour en 1762 dans la ville de Kimbo qui correspond à l'actuelle Guinée sous contrôle des tribus Fulbé dans la région montagneuse d'Afrique de l'Ouest. Abdelrahman était le fils d'Ibrahim Ibn Souri, chef de l'État islamique du Fouta Djallon en Afrique de l'Ouest. Dès son plus jeune âge, ce prince africain est envoyé dans la ville de Tombouctou, considérée à l'époque comme la destination des érudits dans le monde musulman. Il a étudié les sciences islamiques avant de retourner dans son pays et superviser un bataillon de 200 000 combattants.
On ferme cette page musulmane en Syrie où les familles de djihadistes ont survécu aux affrontements. Dans l'est de la Syrie, le groupe État islamique est défait. Son dernier bastion, le village de Baghouz, résiste toujours, mais certainement plus pour longtemps selon les forces kurdes qui mènent l'offensive durant les dernières 48 heures. Près de 7000 personnes, parents de djihadistes, femmes et enfants, se sont rendues. Elles sont actuellement dans un point de rassemblement en plein désert. Accueillons à présent Ida Idinga pour l'actualité internationale. Assalamu alaikum Ida. Assalamu alaikum. Nous ouvrons cette page internationale avec les titres. Nicolas Maduro appelle à son tour à manifester samedi prochain. L'Ouganda règle ses comptes avec le Rwanda. Enfin, la confusion autour du nouveau gouvernement inquiète la société civile en Centrafrique. Nous ouvrons cette page internationale au Venezuela. Devant un parterre de militaires réunis à côté de la tombe de Hugo Chavez, mardi 5 mars pour célébrer le 6e anniversaire de la mort de son prédécesseur, président vénézuélien Nicolas Maduro a lui aussi convoqué une grande manifestation samedi 9 mars comme l'avait fait l'opposant Juan Guaido la veille lors de son retour triomphal. Depuis le retour de Juan Guaido, le président vénézuélien n'a toujours pas réagi à cette entrée triomphale de son rival au Venezuela. L'actualité, c'est aussi en Afrique avec le ministre ougandais des Affaires étrangères qui a publié un communiqué officiel le mardi 5 mars dernier dans lequel il accuse à demi-mot les autorités de Kigali de véhiculer de fausses informations nuisibles aux relations entre les deux pays. Je cite, l'Ouganda peut, dans aucun cas, tolérer que quiconque utilise son territoire pour menacer un voisin. Fin de citation, affirme le ministre ougandais des Affaires étrangères, Sam Kutesa. Dans son communiqué du mardi dernier, une réponse à son homologue rwandais Richard Sezibera, qui lors d'une conférence de presse a reproché à Kampala d'héberger le Congrès national rwandais, un groupe qu'il qualifie d'hostile au régime Paul Kagame. L'actualité continue en Afrique, mais cette fois-ci en Centrafrique. Le nouveau gouvernement nommé dimanche dernier ne fait pas l'unanimité. Les démissions s'enchaînent et déjà certains groupes armés déclarent se retirer des accords de paix de Khartoum. La situation est confuse. Les organisations de la société civile commencent à s'inquiéter de la tournure des événements. Le groupe de travail de la société civile a tenu une conférence de presse mardi à Bangui. Pour cette organisation, le nouveau gouvernement n'est pas satisfaisant. Il faut donc en reconstituer un nouveau. Fermons cette page internationale avec l'info de plus. Le Sango compte environ 350 000 locuteurs de la langue maternelle, mais cette langue est parlée par la quasi-totalité de la population centrafricaine. Une langue véhiculaire du pays, on pense que le Sango serait né du contact des colons français avec les populations indigènes situées sur les bords de l'Ubangi. Le français est la première langue officielle. C'est ainsi que prend fin notre page internationale. Merci. Merci Ida pour toutes ces informations liées à l'international. Merci à Maël Manomba pour la coordination de ce journal. Merci à Paturel Minta pour la mise en onde. Merci également à vous, chers auditeurs, pour avoir écouté les informations proposées. Quant à moi, je vous dis assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.